Mes parents m'ont renié Y à 5 ans, puis ont exigé que je vende ma maison pour payer les dettes de ma sœur. Face à mon refus, ils se sont introduits chez moi avec des battes de baseball pour se venger, causant 40 000 € de dégâts. Sans savoir que je n'étais plus propriétaire. Menottés par la police, ils m'ont supplié de les aider. Il y a exactement 72 heures, j'ai été le témoin indirect de la scène la plus surréaliste, la plus violente et ironiquement la plus satisfaisante de toute mon existence. Mes propres parents, accompagnés de ma sœur et de son mari, armés de battes de baseball en aluminium et de pieds de biche, en train de détruire méthodiquement le salon d'un parfait inconnu, avec la conviction inébranlable qu'ils étaient en train de ruiner ma vie. Il s'avère qu'en réalité, sans le savoir, ils étaient en train de me faire le plus beau cadeau que je n'avais jamais osé espérer, une offrande involontaire mais définitive, la liberté totale, absolue et irrévocable vis-à-vis des personnes censées m'aimer le plus haut au monde. Je m'appelle Solange, j'ai 32 ans, et je ressens le besoin viscéral de vous raconter le jour où j'ai découvert que parfois, les ennemis les plus toxiques et les plus dangereux de votre vie ne sont pas des étrangers tapis dans l'ombre, mais ceux qui partagent votre propre ADN. Tout a commencé par un matin de mardi qui ressemblait à n'importe quel autre, ici, dans la ville côtière de La Rochelle. Le soleil d'automne, doux et doré, baignait notre appartement d'une lumière rassurante, filtrant à travers les rideaux de lin blanc que j'avais installés la veille. L'odeur riche et terreuse du café fraîchement moulu se mêlait délicatement à celle, beurrée et sucrée, des croissants chauds que Thibaut, mon fiancé, venait d'aller chercher à la boulangerie artisanale du coin de la rue. De notre balcon, on pouvait entendre le cri lointain et mélancolique des mouettes et le clapotis apaisant de l'océan Atlantique contre les remparts du vieux port. C'était la définition même de la paix. Une paix pour laquelle j'avais dû me battre, griffes et dents, sacrifiant mon innocence et mes illusions familiales pendant plus de 30 ans. Thibaut était assis en face de moi, lisant le journal local, une main posée tendrement sur la mienne. Je sentais la chaleur de sa paume, un ancrage solide dans ma nouvelle réalité. Je me sentais en sécurité. Je me sentais enfin chez moi, loin des tempêtes émotionnelles de mon passé. Soudain, mon téléphone, posé innocemment sur la table en chêne massif, s'est mis à vibrer violemment, brisant le silence confortable de notre matinée. L'écran s'est allumé, affichant un numéro inconnu, mais l'indicatif régional 0549 m'a fait l'effet d'une douche froide, glaçant instantanément le sang dans mes veines. C'était l'indicatif de la Vienne. De Poitiers. De la ville que j'avais fui. De mon passé. Une boule dure et douloureuse s'est formée instantanément dans mon estomac, me coupant l'appétit. J'ai hésité, ma main tremblant légèrement au-dessus de l'appareil, comme si ce dernier était un serpent prêt à mordre. Thibaut a baissé son journal et m'a lancé un regard interrogateur, m'encourageant silencieusement d'un hochement de tête rassurant. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de calmer les battements erratiques de mon cœur, et j'ai décroché. Allô ? C'est Solange Dubois ? La voix à l'autre bout du fil était grave, autoritaire, imprégnée de cette urgence professionnelle et froide propre aux forces de l'ordre. Oui, c'est moi, ai-je répondu, ma voix sortant plus frêle et plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît ? Ici le capitaine Morel, de la Gendarmerie nationale de Poitiers. Je vous appelle concernant un incident majeur survenu cette nuit. Nous avons actuellement en garde à vue 4 individus, Monsieur Bernard Dubois, Madame Chantal Dubois, ainsi que Madame Océane Lemaire et son époux, Monsieur Gaëtan Lemaire. Le temps s'est arrêté. Le bruit des vagues a disparu. La lumière du soleil a semblé ternir. Il ne restait que le battement assourdissant de mon cœur contre mes côtes, résonnant comme un tambour de guerre. Mes parents. Ma sœur. Mon beau-frère. Tous en garde à vue. Une image mentale de ma mère, toujours si soucieuse des apparences, derrière les barreaux, a traversé mon esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ai-je soufflé, craignant le pire, imaginant un accident de voiture terrible ou une tragédie inimaginable. Un accident de la route ? Non, madame, a répondu le capitaine, sa voix trahissant une pointe d'incrédulité. Ils ont été arrêtés pour effraction, destruction de biens privés en réunion avec préméditation, et menace de mort. Ils se sont introduits par effraction au 18 rue Victor Hugo aux alentours de 23 heures hier soir. Ils ont saccagé le rez-de-chaussée avec des battes de baseball et des pieds de biche, détruisant mobilier et équipements électroniques. Je suis resté bouche bée,
incapable de traiter l'information. Le 18 rue Victor Hugo. C'était mon adresse. Enfin, c'était mon adresse il y a encore quelques jours. C'était mon sanctuaire, l'endroit où j'avais pleuré, ri et reconstruit ma vie. Le capitaine a poursuivi, un soupçon d'exaspération perçant dans sa voix professionnelle, comme s'il avait passé une nuit épuisante à gérer des fous. Le problème, madame, c'est que vos parents hurlent depuis des heures que c'est la maison de leur fille, qu'ils ont le droit parental et moral d'y entrer pour vous donner une leçon. Votre mère est dans un état d'hystérie totale, elle exige de vous voir immédiatement pour, je cite, vous faire entendre raison. Un rire nerveux, incontrôlable, presque maniaque, est monté dans ma gorge. C'était tellement absurde, tellement violent, et pourtant, tellement prévisible venant d'eux. C'était l'apogée de leur folie. Capitaine, ai-je dit en essayant de reprendre mon calme, en serrant la main de Thibaut si fort que mes jointures ont blanchi, je crois qu'il y a une terrible méprise. Ou plus exactement, mes parents ont commis une erreur tactique fatale. Je ne suis plus propriétaire de cette maison. Il y a eu un silence pesant au bout du fil. On n'entendait que le crépitement de la ligne. Pardon ? Vous dites ? J'ai vendu la maison, ai-je articulé lentement. J'ai signé l'acte de vente définitif chez le notaire il y a exactement 3 jours. Je n'y habite plus. Je suis à 150 km de là. La maison ne m'appartient plus. Alors, murmura le capitaine, réalisant soudain l'ampleur du quiproquo et la gravité de la situation pour mes parents. Ils ont saccagé la maison de Monsieur Rochet ? Oui, ai-je confirmé, un sentiment étrange de justice divine m'envahissant. Et si je me souviens bien du profil de l'acheteur ? Monsieur Rochet est un ancien légionnaire à la retraite, n'est-ce pas ? Un homme qui ne plaisante pas avec la sécurité de son domicile. En effet, confirma le capitaine, sa voix devenant presque sombre. Et il est furieux. Il a dû maîtriser votre père et votre beau-frère avant notre arrivée. Vos parents sont dans de très sales draps, madame. Monsieur Rochet a porté plainte pour tout ce qui était légalement possible. En raccrochant, j'ai regardé Thibaut. Je ne savais pas si je devais pleurer de tristesse pour la déchéance de ma famille ou éclater de rire face à l'ironie du sort. La vengeance qu'ils avaient si méticuleusement planifiée contre moi s'était retournée contre eux avec une précision karmique terrifiante. Mais pour que vous compreniez comment on en est arrivé là, comment mes propres parents, des gens qui se disaient respectables, ont pu en venir à vouloir détruire ma maison à coups de batte comme des voyous de bas étage, je dois vous ramener 5 ans en arrière. À ce fameux dîner où ma valeur en tant qu'être humain a été fixée à 160 000 €. Mais avant de plonger dans les détails sordides de cette trahison familiale et de vous raconter comment j'ai survécu, j'aimerais prendre une seconde pour me connecter avec vous. Je suis toujours fasciné de savoir qui m'écoute. Dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment, et quelle heure est-il chez vous ? C'est important pour moi de savoir que je ne suis pas seul à partager cette histoire. Allez-y, écrivez-le maintenant, je vous attends. C'est fait ? Merci. Maintenant, retournons à ce dîner fatidique qui a tout déclenché. Dans chaque famille dysfonctionnelle, il y a une architecture invisible mais indestructible des rôles assignés dès la naissance. Chez les Dubois, le casting était clair comme de l'eau de roche, et immuable comme la pierre. Océane, ma sœur cadette de 3 ans, était l'enfant roi, l'élu, la fragile princesse qui méritait tout sans effort, dont chaque caprice était un ordre, chaque larme une tragédie nationale. Et moi, Solange ? J'étais le bouc émissaire. La solide. La responsable. Celle qui devait comprendre, celle qui devait donner, celle qui devait s'effacer pour laisser briller l'autre. Il y a 5 ans, j'avais 27 ans. Je venais d'acheter cette maison à Poitiers, une vieille bâtisse en pierre du 19e siècle que je rénovais moi-même le week-end, m'écorchant les mains sur les vieilles pierres et respirant la poussière de plâtre avec bonheur. C'était mon orgueil, ma forteresse. J'étais pharmacienne hospitalière. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un métier épuisant, loin de l'image d'Épinal du vendeur de boîtes de médicaments. Je passais mes journées debout dans des sous-sols éclairés au néon, à vérifier des dosages vitaux pour des chimiothérapies, à gérer des stocks de médicaments d'urgence, à courir entre les services de réanimation, souvent en faisant des gardes de nuit de 12 heures d'affilée. Je vivais frugalement.
Je conduisais une vieille Peugeot 206 d'occasion qui toussait à chaque démarrage et menaçait de rendre l'âme à chaque feu rouge. Je m'habillais avec des vêtements simples achetés en solde, je ne partais jamais en vacances exotiques. Chaque euro économisé, chaque heure supplémentaire payée, allait directement dans le remboursement de ma maison et les matériaux de rénovation. Océane, elle, vivait dans une réalité parallèle, une bulle dorée financée par l'aveuglement de nos parents. Elle se définissait pompeusement comme influenceuse lifestyle sur Instagram, bien qu'elle n'ait que 2000 abonnés, dont la moitié achetés probablement en Europe de l'Est. Elle changeait de projet de vie tous les 6 mois, au gré des tendances, vente de bougies artisanales qui sentaient le brûler, coaching de vie sans aucun diplôme, et maintenant, elle s'était entichée de Gaëtan, un homme aux allures de vendeur de voitures d'occasion, toujours habillé de costumes brillants un peu trop serrés et parlant fort pour ne rien dire. Ce samedi soir d'octobre, je me rendais chez mes parents pour le traditionnel dîner dominical, une obligation que je redoutais chaque semaine. L'odeur du bœuf bourguignon de ma mère emplissait la maison, une odeur riche de vin rouge et d'oignons qui, autrefois, signifiait foyer, mais qui commençait à me donner la nausée par association. Dès que je suis entrée dans le salon, j'ai senti l'électricité dans l'air. C'était palpable, une tension vibrante. Océane et Gaëtan étaient déjà là, assis comme des rois en bout de table. Ils étaient arrivés dans une BMW de location flambant neuve, garée ostensiblement devant l'entrée pour écraser ma pauvre Peugeot. Océane portait un nouveau sac à main de créateur, ses ongles manucurés avec des strass tapotant nerveusement sur la nappe brodée. « Ah, Solange est là !» lança mon père, Bernard, sans même se lever de son fauteuil pour m'embrasser. « Assieds-toi, on a de grandes nouvelles ce soir. » Ma mère, Chantal, servit une énorme portion de viande tendre et fumante à Océane, lui donnant les meilleurs morceaux, et me tendit une assiette remplie principalement de pommes de terre et de beaucoup de sauce pour masquer le peu de viande. Je n'ai rien dit. J'avais l'habitude de ces petites humiliations quotidiennes. Alors, annonça Gaëtan en se raclant la gorge, prenant une pose qu'il pensait charismatique, Océane et moi avons enfin trouvé le projet qui va nous rendre millionnaires. C'est du solide cette fois. Il sortit une pochette colorée et la posa sur la table. Une chaîne de magasins de cosmétiques 100% bio et végan, révolutionnaire. Nous avons le concept, le branding, le logo, tout est prêt. Ça va cartonner. C'est magnifique, s'exclama ma mère, les yeux brillants d'une admiration sans borne, comme si elle regardait le prochain Steve Jobs. Ma petite fille va être une grande femme d'affaires. Je l'ai toujours su. Il y a juste un petit détail, continua Océane avec une voix doucereuse, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose étant petite. Les banques sont frileuses. Elles sont vieux jeu. Elles ne comprennent pas notre vision futuriste. Nous avons besoin d'un capital de départ pour amorcer la pompe. Combien ? Demanda mon père, sortant déjà mentalement son chéquier imaginaire. 160 000 €, répondit Gaëtan. Juste pour le stock, le premier loyer commercial et la campagne marketing. Un silence lourd tomba sur la table, seulement troublé par le tic-tac de l'horloge comtoise. Mes parents n'avaient pas cette somme liquide. Ils vivaient confortablement, mais sans excès, leur patrimoine étant immobilisé dans leur maison. C'est alors que 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Lentement. Comme des projecteurs de prison braqués sur un évadé. J'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine, des pieds à la tête. Ce n'étaient pas des regards de famille aimante. C'étaient des regards de prédateurs évaluant une proie, calculant combien de viande ils pouvaient en tirer. Solange, commença ma mère avec un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux, un sourire purement mécanique. On sait que tu as de l'argent de côté. Tu as toujours été une fourmi, n'est-ce pas ? Tu ne dépenses rien. J'ai avalé ma bouchée de pommes de terre avec difficulté. J'ai économisé pour payer les travaux de réfection de ma toiture avant l'hiver et rembourser une partie de mon prêt immobilier pour réduire les intérêts. Maman, ai-je répondu, ma voix se durcissant. C'est l'argent de mon travail. C'est ma sécurité. Oui, mais ta maison peut attendre, non ? Intervint Océane, balayant mon argument d'un revers de main manucuré. Mon projet, c'est maintenant ou jamais. Le marché n'attend pas. Si tu me prêtes cet argent, je te le rends dans 2 ans avec 20% d'intérêt. Promis. Juré. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau.
L'audace était stupéfiante. Océane, tes 2 derniers projets ont fini en faillite retentissante. Papa et maman ont dû vendre le terrain constructible de grand-père pour éponger tes dettes de bougies thérapeutiques et payer tes fournisseurs. Tu ne m'as jamais remboursé les 500 € que je t'ai prêtés l'année dernière pour réparer ta voiture. C'est différent cette fois. Cria-t-elle, les larmes montant instantanément à ses yeux, une performance digne d'une actrice de telenovela. Gaëtan est un expert. Tu es juste jalouse parce que je vais réussir, que je vais être riche et célèbre, et que tu vas rester une petite pharmacienne ennuyeuse toute ta vie. Jalouse ? Répétais-je, sentant la colère monter, une colère froide et ancienne. Je travaille 60 heures par semaine. Je sauve des vies, je gère des crises sanitaires. Toi, tu joues à la femme d'affaires avec l'argent des autres. La réponse est non. N-O-N. C'est là que le masque est tombé, révélant la laideur de ce qu'ils appelaient l'amour familial. La transformation de mon père fut terrifiante à voir. Son visage devint cramoisi, une veine battant furieusement sur sa tempe comme si elle allait éclater. Il frappa du poing sur la table, faisant sursauter les couverts et renverser un verre de vin rouge qui se répandit comme du sang sur la nappe blanche. « Tu es une égoïste !» hurla-t-il, postillonnant de rage, les yeux exorbités. « On t'a nourri, on t'a logé, on t'a élevé, on t'a payé tes études de pharmacie, et c'est comme ça que tu nous remercies. En refusant d'aider ta sœur qui est dans le besoin ? En la laissant tomber ? Vous m'avez payé mes études ? Rétorquai-je, tremblante de tout mon corps mais résolue à ne pas baisser les yeux. J'ai travaillé comme serveuse dans un bar de nuit tous les soirs et week-ends pendant 6 ans pour payer ma fac. J'ai vécu dans 9 mètres carrés. Vous avez payé l'école de design privée d'Océane à Paris qu'elle a abandonnée au bout de 3 mois parce que c'était trop dur de se lever le matin. Tais-toi. Intervint ma mère, sa voix tranchante comme un rasoir, se levant de sa chaise. L'argent divise les familles, Solange. Et visiblement, tu aimes plus ton compte en banque que ta propre chair et ton propre sang. Si tu ne signes pas ce chèque pour ta sœur ce soir, tu n'as plus rien à faire ici. Tu n'es plus des nôtres. Je les ai regardés, un par un, gravant cette image dans ma mémoire. Gaëtan avait un petit sourire suffisant au coin des lèvres, savourant le spectacle. Océane pleurnichait bruyamment dans les bras de ma mère, me jetant des regards noirs remplis de haine à travers ses larmes de crocodile. Et mes parents me regardaient avec un dégoût absolu, comme si j'étais un monstre. J'ai réalisé à cet instant précis, avec une clarté douloureuse, qu'il n'y avait pas d'amour dans cette maison. Il n'y avait que de l'utilité. Tant que je ne servais pas leurs intérêts, tant que je n'étais pas le carnet de chèques de secours, je n'existais pas. J'étais un objet cassé. C'est un ultimatum ? Demandai-je doucement, ma voix à peine audible. C'est une promesse, cracha mon père. Soit tu aides ta sœur, soit tu n'es plus ma fille. Sors de cette maison. Oublie que tu as des parents. Je me suis levée lentement, mes jambes semblant faites de plomb. J'ai pris mon sac à main. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je leur ai refusé ce plaisir. La douleur était là, vive, déchirante, comme si on m'arrachait le cœur de la poitrine à main nue, mais elle était étrangement mêlée à un sentiment de soulagement immense. Très bien, dis-je en me dirigeant vers la porte. Je garde mon argent. Et je garde ma dignité. Adieu. Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais. Hurla ma mère, sa voix se brisant. Tu finiras seule, vieille et aigrie, et personne ne viendra à ton enterrement. J'ai claqué la porte derrière moi. Le bruit a résonné dans la nuit comme un coup de feu définitif. Je suis montée dans ma vieille Peugeot, mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour mettre le contact. J'ai roulé sans destination précise pendant 1 heure, les larmes coulant enfin sur mes joues, brouillant ma vue, me garant finalement sur un parking d'autoroute pour hurler ma douleur. C'était fini. J'étais orpheline de parents vivants. Je me tourne vers vous maintenant. Mettez-vous à ma place un instant, ressentez ce que j'ai ressenti. Imaginez que vos propres parents, ceux qui sont censés vous protéger, vous demandent de sacrifier toutes vos économies, votre sécurité, pour le caprice d'un frère ou d'une sœur irresponsable, sous peine d'être reniés à jamais. Que auriez-vous fait ? Auriez-vous cédé pour garder la paix des familles, par peur de la solitude ?
Ou auriez-vous claqué la porte comme moi, choisissant l'incertitude mais la liberté? Dites-moi franchement ce que vous auriez fait dans les commentaires, j'ai besoin de lire vos avis. Les 5 années qui ont suivi ont été, contre toute attente, les plus belles, les plus productives et les plus saines de ma vie. Le silence radio avec ma famille était total, absolu. Au début, c'était douloureux, comme un membre fantôme qui vous démange, une absence qui pèse lourd les jours de Noël ou d'anniversaire. Mais peu à peu, j'ai découvert la douceur de vivre sans drame, sans culpabilité permanente, sans devoir justifier chaque centime que je dépensais ou chaque décision que je prenais. J'ai transformé ma maison de Poitiers en un petit paradis personnel. J'ai planté des rosiers grimpants pierre de Ronsard sur la façade, installé une bibliothèque en chêne massif du sol au plafond, créé un foyer chaleureux qui me ressemblait, loin de la froideur de mon enfance. Ma carrière a décollé, je suis devenu chef de service à la pharmacie centrale de l'hôpital universitaire, respecté par mes pairs et aimé de mes équipes. Et surtout, j'ai rencontré Thibaut. C'était une rencontre digne d'une comédie romantique, inattendue et parfaite. J'avais amené mon chat, Misu, chez le vétérinaire en urgence un dimanche matin, et Thibaut était dans la salle d'attente avec son labrador qui s'était blessé à la patte. Il a vu ma détresse, mes yeux rouges, m'a offert un mouchoir et un café de la machine automatique. Thibaut était tout ce que ma famille n'était pas, calme, rationnel, bienveillant, et surtout, totalement désintéressé. Il m'aimait pour moi, pour mes blagues nulles, pour ma passion des vieux livres, pas pour ce que je pouvais lui donner financièrement. Nous avons construit une vie paisible. Nous parlions mariage, avenir, voyage. Je pensais sincèrement avoir tourné la page. Je pensais être à l'abri, avoir construit une forteresse imprenable autour de mon bonheur. J'avais parfois des nouvelles indirectes par une vieille tante éloignée qui refusait de choisir son camp. Océane avait apparemment réussi pendant un temps, ou du moins, elle avait réussi à le faire croire. Je voyais parfois passer des captures d'écran de son Instagram envoyées par des amis communs, Océane à Dubaï dans des hôtels de luxe, Océane avec des sacs Vuitton, Océane et sa Dolce Vita. Mes parents se pavanaient dans les commentaires, fiers de leur fille prodige, validant leur choix. Tant mieux pour eux, pensais-je avec un pincement au cœur. Tant qu'ils me laissent tranquille. Mais le destin a un sens de l'ironie cruelle et aime nous rappeler que le passé n'est jamais vraiment mort. Un mardi matin, alors que je validais des commandes de morphine à l'hôpital, j'ai reçu un email sur mon adresse professionnelle. L'objet était écrit en majuscules rouges, urgence vitale, maman. Mon sang n'a fait qu'un tour. Malgré tout, malgré les insultes, le rejet, c'était ma mère. Si elle était mourante, si c'était la fin, je devais y aller. Je ne voulais pas vivre avec le regret. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé vers la maison de mon enfance, le cœur battant la chamade. En arrivant, j'ai été frappé par le contraste saisissant. Dans l'allée, trônait une Porsche Cayenne rutilante et la Mercedes de mon père. Mais la maison, elle, semblait négligée. Les volets étaient écaillés, le jardin en friche, les mauvaises herbes envahissant les allées. Maman m'a ouvert la porte. Elle n'était pas mourante. Elle n'était même pas malade. Elle avait l'air fatiguée, vieillie, le visage marqué par l'inquiétude, mais bien vivante. Entre, dit-elle sèchement, sans un geste d'affection. Dans le salon, le tribunal familial était réuni, comme 5 ans plus tôt. Papa, Océane et Gaëtan. Ils avaient l'air terrifiés, cernés, au bout du rouleau. Océane pleurait, encore, son maquillage coulant sur ses joues. Qu'est-ce qui se passe? Demandai-je, sentant la colère monter d'avoir été piégée par mes propres sentiments. Qui est malade? Personne n'est malade, avoua mon père en se tordant les mains, incapable de me regarder dans les yeux. Mais c'est une question de vie ou de mort quand même. C'est Océane, pleurnicha ma mère. Elle a des ennuis. De gros ennuis. Gaëtan prit la parole, la voix tremblante, son assurance d'antan volatilisée, notre business, le concept store, on a eu des problèmes de trésorerie. Le marché s'est retourné. On a emprunté de l'argent à des gens peu recommandables. Des investisseurs privés hors circuit bancaire. Combien? Demandai-je, redoutant la réponse. Océane leva ses yeux rouges vers moi et murmura un chiffre qui me fit vaciller, 160 000 €. J'ai dû m'asseoir sur le bras du canapé.
160 000 euros. Le prix d'une vie. Le prix d'une maison. Et alors? Dis-je froidement, essayant de ne pas montrer mon choc. Vendez la Porsche qui est dehors. Vendez vos sacs de luxe. Vendez vos montres. On ne peut pas. Cria Océane, hystérique. Tout est en leasing. La voiture n'est pas à nous. On ne possède rien. Et ces gens, ils ont dit que si je ne payais pas avant la fin du mois, ils allaient me faire du mal. Ils savent où j'habite. Ils savent où papa et maman habitent. Ils nous ont menacés physiquement. Solange, intervint ma mère en s'approchant de moi, les yeux implorants, posant sa main froide sur mon bras. On sait que ta maison a pris de la valeur. L'immobilier a flambé à Poitiers depuis 5 ans. Ta maison vaut bien 220 000 euros maintenant, non? On s'est renseigné. Je l'ai regardée, incrédule, la nausée montant dans ma gorge. Je voyais où elle voulait en venir, et c'était monstrueux. Si tu vends ta maison, continua-t-elle comme si c'était la chose la plus logique et la plus naturelle du monde, tu peux payer la dette de ta sœur intégralement, et il te restera même de quoi te louer un petit appartement sympa en ville. Tu es seule, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas besoin d'une si grande maison pour toi toute seule. Vous voulez que je vende ma maison? Ma maison que j'ai payée, que j'ai rénovée de mes mains, pierre par pierre? Pour payer les dettes de jeu et de frime de votre fille préférée? Ai-je articulé, ma voix tremblant de rage contenue. C'est ta sœur. Hurla mon père, retrouvant soudain sa voix de stentor. Elle risque sa vie. Toi, tu peux t'en remettre. Tu es forte, tu es débrouillarde. Elle est fragile. On ne peut pas la laisser tomber. Non, dis-je, me levant. Non. C'est hors de question. Je ne sacrifierai pas ma vie pour ces erreurs. Mon refus a déclenché une guerre ouverte, sale et sans merci. Si je pensais avoir vu le pire de leur comportement il y a 5 ans, je me trompais lourdement. Ils avaient franchi un nouveau seuil dans l'abjection. Tu es un monstre. Me cracha Océane au visage, sa salive atterrissant sur ma joue. Tu veux me voir morte. Tu veux que je me fasse tuer. Je suis partie sous les insultes, courant vers ma voiture, mais cette fois, ils ne m'ont pas laissé tranquille. Ils n'allaient pas accepter un non. Dès le lendemain, le harcèlement a commencé. Et il était vicieux, coordonné. Ils ont commencé par des appels incessants. Nuit et jour. Des centaines de messages vocaux, alternant entre les supplications larmoyantes et culpabilisantes de ma mère, je t'ai porté 9 mois, comment peux-tu me faire ça, et les menaces violentes et crues de mon père, s'il arrive quelque chose à ta sœur, je te tue de mes mains. Je bloquais leurs numéros, mais ils en utilisaient d'autres, des cartes prépayées, des numéros masqués. Puis, voyant que je tenais bon, ils sont passés à l'attaque publique pour détruire ma réputation. 2 jours plus tard, Océane et ma mère se sont présentés à l'hôpital. Dans le grand hall d'accueil bondé de patients et de familles, elles se sont mises à hurler, créant une scène digne d'un drame. Ma fille est pharmacienne ici. Elle gagne des fortunes et elle laisse sa propre sœur se faire assassiner par des usuriers. C'est une honte. Solange Dubois est une sans-cœur. Elle laisse mourir sa famille. La sécurité a dû intervenir pour les faire sortir de force. J'étais mortifiée, rouge de honte. Mes collègues chuchotaient sur mon passage, me lançant des regards en biais. Le directeur de l'hôpital m'a convoqué dans son bureau pour me dire froidement que ce genre de drame familial nuisait à l'image de marque de l'établissement et que si cela se reproduisait, il devrait prendre des mesures disciplinaires. J'ai failli perdre mon poste, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Gaëtan, lui, a lancé une campagne de diffamation numérique sur Facebook. Il a posté sur tous les groupes communautaires de la ville de Poitiers, « Méfiez-vous de Solange Dubois. Elle a escroqué ses parents âgés, détourné l'héritage familial et les a mis à la rue. » C'était faux, évidemment, mais le mal était fait. Je recevais des messages de haine d'inconnus, me traitant d'indigne. Mais le point de rupture a été atteint le vendredi matin. En sortant de chez moi pour aller travailler, les yeux cernés par le manque de sommeil, j'ai vu que la façade de ma maison, ma belle façade en pierre que j'avais nettoyée avec tant d'amour, était maculée de peinture rouge sang. Des graffitis obscènes couvraient les murs, salope, égoïste, assassin. Et sur le perron, j'ai trouvé mon chat,
Misu. Il était terrorisé, caché sous un banc en bois. Quelqu'un l'avait attrapé et lui avait rasé grossièrement une bande de poils sur le dos, laissant la peau à vif. C'était un avertissement mafieux clair, on peut toucher à ce que tu aimes. La prochaine fois, ce sera toi. Je me suis effondré sur les marches, serrant mon chat tremblant contre moi, mes larmes se mêlant à ses poils. La peur m'a envahi, une peur primitive. Ils étaient fous. Ils étaient prêts à tout. Ils n'avaient plus aucune limite morale. Thibaut est arrivé le soir même. En voyant l'état de la maison et mon état de nerfs, son visage s'est durci, sa mâchoire s'est crispée. On ne peut pas rester là, Solange, dit-il calmement mais fermement, en nettoyant la peinture sur mes mains. Ils sont dangereux. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas ton argent ou qu'ils ne t'auront pas détruite. Mais je ne veux pas leur donner ma maison. C'est ma victoire. Si je vends, ils gagnent. Ai-je sangloté? Non, répondit Thibaut en me prenant par les épaules et en me regardant droit dans les yeux. Si tu restes, ils vont détruire ta vie et ta santé mentale. Écoute-moi bien, vends la maison. Mais ne leur donne pas un centime. Vends-la et partons. Viens vivre avec moi à La Rochelle. Disparais de leur radar. C'est la seule façon d'être libre. Ne les laisse pas te tenir prisonnière de ces pierres. J'ai regardé ma maison souillée par la peinture rouge. J'ai compris qu'elle ne serait plus jamais un foyer. C'était devenu un champ de bataille, un monument à leur haine. D'accord, dis-je, séchant mes larmes. Mais on doit faire vite. Très vite. Avant qu'ils ne reviennent. J'ai contacté une agence immobilière le lendemain matin à l'ouverture, avec une instruction claire et inhabituelle, je veux vendre immédiatement. Aujourd'hui si possible. Paiement comptant. Je me fiche de perdre 10 ou 15% du prix du marché, je veux que ce soit signé dans la semaine. Je ne veux aucune visite publique, aucune annonce en ligne. L'agent immobilier m'a regardé avec surprise, ajustant ses lunettes, mais il a souri en consultant son fichier client. J'ai exactement le client qu'il vous faut. Un monsieur qui cherche une maison isolée, avec de hauts murs d'enceinte, très rapidement. Il paie cash, sans condition suspensive de prêt. C'est ainsi que j'ai rencontré monsieur Rochet. Quand il est descendu de son 4x4 noir aux vitres teintées, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un homme ordinaire. Il avait la soixantaine, un visage taillé à la serpe, tanné par le soleil, traversé par une fine cicatrice blanche qui partait de l'œil jusqu'à la mâchoire. Ses bras étaient couverts de tatouages militaires délavés. Il dégageait une aura de puissance tranquille, le genre d'homme qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être obéi, qui a vu des choses que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Et il n'était pas seul. À l'arrière de son véhicule, dans une cage renforcée, 2 énormes chiens, des croisements de pitbull et de rottweiler, aboyaient sourdement. Ils s'appellent Tyson et Fury, dit-il de sa voix rocailleuse en voyant mon regard inquiet. Ne vous inquiétez pas, ils sont très disciplinés. Je suis un ancien de la Légion étrangère. J'aime l'ordre et la discipline. Il a fait le tour de la maison en 10 minutes chrono. Il a tapé sur les murs de pierre, vérifié la solidité des portes en chêne, inspecté la hauteur des murs du jardin. C'est du solide, grognatait-il, satisfait. Les murs sont épais. C'est bien pour la sécurité. Je la prends. Pas de négociation. Pas de discussion sur la peinture rouge sur la façade. Pas de visite de contrôle. Au moment de signer chez le notaire, ma conscience m'a poussé à le prévenir. Je ne pouvais pas laisser cet homme dans l'ignorance. Monsieur Rochet, je dois être honnête avec vous. La raison pour laquelle je vends aussi vite et en dessous du prix, c'est parce que, ma famille me harcèle. Ils croient que je leur dois de l'argent. Ils ont vandalisé la façade. Ils risquent de revenir. Je ne veux pas vous causer d'ennui. Monsieur Rochet a eu un petit rire sec, un son qui ressemblait à du gravier qu'on écrase. Son visage s'est éclairé d'un sourire qui rendait sa cicatrice encore plus effrayante. Mademoiselle, j'ai passé 20 ans en Afrique et au Moyen-Orient. J'ai géré des situations bien pires que des conflits familiaux de province. S'ils viennent, disons que Tyson et Fury ont besoin d'exercice. Et moi aussi, je m'ennuie un peu à la retraite. La vente a été conclue en un temps record.
L'argent a été viré sur un nouveau compte bancaire secret que j'avais ouvert dans une autre région. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Thibaut et moi avons déménagé mes affaires en toute discrétion. Nous avons travaillé comme des voleurs, chargeant le camion dans l'obscurité totale pour ne pas alerter les espions de mon père qui rôdaient sûrement dans le quartier. À 4 heures du matin, j'ai fermé la porte à clé pour la dernière fois. J'ai laissé les clés dans la boîte aux lettres pour Monsieur Rochet qui devait emménager le lendemain matin. J'ai laissé une petite minuterie sur la lampe du salon pour qu'elle s'allume tous les soirs à 20 heures, donnant l'illusion parfaite que la maison était toujours habitée par moi. Une dernière ruse pour couvrir ma fuite. Je suis parti vers La Rochelle, le cœur battant, sans me retourner. J'étais libre. Je respirais enfin. Mais je ne savais pas que le piège venait de se refermer. Pas sur moi, mais sur eux. Revenons à cette nuit fatidique, 3 jours après mon départ. D'après le rapport de police détaillé et les images de vidéosurveillance haute définition que l'avocat de Monsieur Rochet a bien voulu me montrer plus tard, voici ce qui s'est passé minute par minute. Il était 23h15. Une nuit sans lune, sombre et silencieuse. La voiture de mes parents et la BMW d'Océane se sont garées un peu plus loin dans la rue, tous feux éteints. Ils ont marché jusqu'à mon ancien portail, vêtu de sombre. Ils étaient 4, mon père, 60 ans, ma mère, 58 ans, Océane, 29 ans, et Gaëtan, 32 ans. Ils ne venaient pas pour discuter ou négocier. Ils venaient pour exécuter une vengeance, une expédition punitive. Océane portait un sac à dos rempli de bombes de peinture. Mon père tenait fermement une batte de baseball en aluminium. Gaëtan avait un grand pied de biche en acier. Leur plan, avoué plus tard en garde à vue, était terrifiant de bêtises et de méchanceté. Ils voulaient s'introduire chez moi, me terroriser, me menacer physiquement, et saccager l'intérieur de la maison pour la rendre invendable ou me forcer à utiliser mes économies restantes pour les réparations, me mettant ainsi à genoux financièrement et psychologiquement. Ils pensaient que j'étais seul, vulnérable, et que je céderais sous la panique. Gaëtan a forcé le portail avec le pied de biche. Le métal a grincé, mais le verrou a cédé. Ils ont traversé le jardin en silence. Ils ont vu la lumière allumée dans le salon, ma minuterie fonctionnait à merveille. Elle est là, chuchota Océane, l'excitation de la vengeance dans la voix. On va lui faire payer. On va tout casser. Mon père s'approcha de la grande baille vitrée du salon. Avec une rage accumulée depuis des jours, il leva la batte de baseball au-dessus de sa tête et frappa de toutes ses forces au centre de la vitre. Le bruit fut assourdissant dans la nuit calme, un crash de verre brisé qui résonna dans tout le quartier. Le verre Sécurité explosa en 1000 morceaux scintillants. Ils s'engouffrèrent dans le salon en hurlant comme des sauvages. « Sors de là, sale égoïste. On va tout casser. Montre-toi. » Océane commença immédiatement à asperger les murs beiges de peinture noire. Gaëtan renversa la grande télévision à écran plat qui s'écrasa au sol. Ma mère, dans une frénésie destructrice, balayait les bibelots sur la cheminée. C'est alors qu'une porte s'ouvrit au fond du couloir obscur. La lumière du couloir s'alluma brusquement, projetant une ombre immense et menaçante sur le sol du salon jonché de verre. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas la petite Solange effrayée. C'était Monsieur Rochet. Il portait un simple débardeur militaire kaki et un pantalon de treillis. Dans ses mains, il ne tenait pas un téléphone pour appeler la police en tremblant. Il tenait une batte de baseball. Mais pas une batte en aluminium légère comme celle de mon père. Une batte en bois massif, sombre, entourée de fils de fer barbelés, un souvenir de service disait-il. Et derrière lui, 2 grognements sourds, profonds, terrifiants, venant des entrailles de la terre. Tyson et Fury. Les 2 molosses de 50 kilos chacun, les babines retroussées, l'écume aux lèvres, les yeux fixés sur les intrus, muscles tendus prêts à bondir. Le silence tomba instantanément dans le salon dévasté. On aurait pu entendre une mouche voler. Mon père laissa tomber sa batte. Elle fit un bruit métallique ridicule, un digne pathétique en touchant le carrelage. Gaëtan devint blanc comme un linge, ses yeux s'agrandissant de terreur. Qui êtes-vous ? Bégaya ma mère, sa voix montant dans les aigus. Où est Solange ? C'est la maison de ma fille. Monsieur Rochet s'avança lentement, faisant craquer ses jointures, savourant l'instant.
Solange ne vit plus ici. Mais moi, si. Et vous venez de détruire ma baie vitrée toute neuve et de réveiller mes chiens. Il siffla un coup sec, bref et perçant. Attaque. Pas bouger. Les chiens ne les mordirent pas, car Monsieur Rochet est un maître responsable qui contrôle parfaitement ses bêtes, mais ils se ruèrent sur eux avec une férocité calculée. Ils les acculèrent dans un coin du salon, aboyant à quelques centimètres de leur visage, leurs gueules énormes prêtes à se refermer. Gaëtan, terrifié, s'effondra en larmes et, détail pathétique mais véridique consigné dans le rapport de police, urina dans son pantalon de costume. Monsieur Rochet s'assit tranquillement dans un fauteuil qui n'avait pas été renversé, posa sa batte barbelée sur ses genoux, et sortit son téléphone avec un calme olympien. « Ne bougez pas un cil, » dit-il d'une voix calme mais glaciale qui les glaça jusqu'aux os. « La police arrive. Et si l'un de vous essaie de sortir ou de faire un geste brusque, je lâche les chiens pour de bon. Et ils ont faim. » Le lendemain matin, je me suis rendu au commissariat de Poitiers après l'appel du capitaine. Je suis entré dans la salle d'interrogatoire non pas comme suspecte, mais comme témoin clé. J'étais accompagné de mon avocat et de Thibault. J'ai vu ma famille derrière la vitre 100 ans avant d'entrer. Ils étaient méconnaissables. L'arrogance avait disparu. Ils étaient voûtés, sales, les yeux cernés, les vêtements froissés. Ils ressemblaient à des spectres. Quand l'officier m'a fait entrer pour la confrontation, ma mère s'est jetée contre les barreaux de la cellule de garde à vue. Solange. Dieu merci. Dis-leur. Dis-leur que c'était un malentendu. On croyait que c'était chez toi. Explique-leur qu'on a le droit. Je les regardai droit dans les yeux, sans ciller, sans ressentir la moindre pitié. Et ça change quoi, maman? Si c'était chez moi, vous aviez le droit de défoncer ma vitre, de détruire mes biens et de me menacer avec des armes? Vous croyez que la loi s'arrête là où commence la famille? On voulait juste te faire peur, pour ton bien. Pour que tu aides ta sœur. Pleurnicha Océane depuis le banc du fond. Tu vois ce que tu nous as fait faire? C'est ta faute. Pour mon bien? Ai-je répété, incrédule. Vous avez commis une violation de domicile avec circonstances aggravantes, en réunion, avec préméditation. Monsieur Rochet est un ex-militaire décoré qui ne lâche rien. Vous avez traumatisé ses chiens et détruit pour 45 000 € de matériel et de structure. C'est fini, Océane. Tes caprices sont finis. Le verdict judiciaire a été rapide, implacable et sans appel. Monsieur Rochet a refusé toute médiation, toute excuse. Il a porté plainte pour tout ce qu'il pouvait. Il voulait faire un exemple. Mes parents et ma sœur ont évité la prison ferme de justesse, uniquement grâce à leur casier judiciaire vierge jusqu'alors et à leur âge. Ils ont écopé de lourdes peines de prison avec sursis, de centaines d'heures de travaux d'intérêt général, et d'une obligation de soins psychiatriques. Mais le coup de grâce, le véritable châtiment, a été financier. Le tribunal les a condamnés à rembourser intégralement les dégâts, la baie vitrée sur mesure, les meubles antiques détruits, le nettoyage professionnel de la peinture, le préjudice moral important de Monsieur Rochet. Plus les frais d'avocat des deux parties. Plus les amendes pénales. Total, près de 60 000 € à payer immédiatement. Et bien sûr, il y avait toujours la dette d'Océane de 160 000 € qui courait avec les usuriers. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient au pied du mur. Mes parents ont dû mettre leur propre maison en vente. La maison de mon enfance. Celle où j'avais grandi. Celle qu'ils disaient vouloir protéger à tout prix et transmettre à Océane. Ils l'ont vendue dans la précipitation, à un prix dérisoire, bradé pour avoir du cash immédiatement pour payer la justice et éviter la saisie et la prison ferme. Avec l'argent restant de la vente, une fois les frais de justice payés, ils ont épongé une partie des dettes d'Océane, mais pas tout. Ils se sont retrouvés quasiment sans rien. À la rue. J'ai appris la suite quelques mois plus tard, par des échos de la ville. Les nouvelles voyagent vite dans une petite ville de province. Mes parents, Océane et Gaëtan vivent désormais tous les 4 ensemble. Ils louent un petit appartement HLM de 3 pièces dans une barre d'immeubles tristes en banlieue. Ils n'ont plus de voiture de luxe. Plus de dîner au restaurant. Plus de vacances. L'ambiance là-bas est, paraît-il, infernale. Ils passent leur journée à se hurler dessus,
se rejetant la faute mutuellement dans un cycle de haine perpétuelle. Ma mère blâme Océane de les avoir ruinés avec ses rêves de grandeur. Océane blâme Gaëtan de l'avoir mal conseillé. Gaëtan blâme mes parents de ne pas avoir été plus fermes. Et tous, absolument tous, me blâment moi, bien sûr. Je suis le vilain de leur histoire, la fille ingrate qui a causé leur chute. Et le plus ironique dans tout ça? Le détail qui rend cette histoire presque comique si elle n'était pas si tragique? La mafia qui menaçait Océane? Les gens dangereux qui allaient la tuer? C'était du bluff. J'ai découvert plus tard, grâce à mon avocat, que c'était une agence de recouvrement agressive, certes, mais légale. Il n'allait tuer personne. Il menaçait juste de procès et de saisie sur salaire. Océane avait inventé les menaces de mort et la violence physique pour dramatiser la situation, pour manipuler mes parents par la peur et me forcer à vendre ma maison plus vite. Elle a manipulé ses propres parents, joué avec leur terreur, et ils ont tout perdu pour un mensonge. Quant à moi, je suis assise sur la plage de La Rochelle avec Thibaut, regardant le coucher de soleil. Avec l'argent de la vente de la maison, qui était intacte puisque je n'avais rien donné, nous avons acheté une petite villa vue mer, loin de tout ça. Nous n'avons pas tout dépensé, le reste est placé sur des comptes bloqués pour nos futurs enfants. Monsieur Rochet m'a envoyé une carte de vœux l'autre jour. Il a écrit d'une écriture soignée, « Merci pour la maison. Elle est très calme maintenant. Les murs sont repeints. Tyson vous envoie une léchouille. PS, vos parents courent vite quand ils ont peur. J'espère ne plus jamais les revoir. » J'ai éclaté de rire. Un rire franc, libéré, qui venait du fond du ventre. Un rire de survivante. Je regarde l'horizon, là où le ciel bleu touche l'océan gris. C'est vaste, c'est infini, comme les possibilités qui s'offrent à moi maintenant. J'ai coupé tout contact. J'ai changé de numéro de téléphone. Ils ne savent pas où j'habite. Pour eux, je suis un fantôme, un souvenir amer, le bouc émissaire qui s'est échappé. Et cela me convient parfaitement. J'ai appris une leçon douloureuse mais essentielle, que je veux partager avec vous. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, ce n'est pas l'ADN. La famille, ce sont les gens qui vous respectent, qui vous soutiennent quand vous tombez, et qui veulent votre bonheur sans condition, sans contrepartie financière. Les personnes qui partagent votre code génétique peuvent être les plus toxiques de votre vie. Ils peuvent utiliser les mots « je t'aime » comme des armes pour vous manipuler. Ils peuvent vous détruire si vous les laissez faire. Parfois, couper les ponts est l'acte d'amour le plus puissant et le plus courageux que vous puissiez faire pour vous-même. J'ai choisi de me sauver. J'ai choisi ma santé mentale plutôt que la loyauté aveugle. J'ai choisi Thibaut. J'ai choisi la vie. Si vous êtes dans une situation toxique, si on vous utilise, si on vous fait croire que vous devez sacrifier votre existence pour des gens qui ne lèveraient pas le petit doigt pour vous. S'il vous plaît, écoutez-moi, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit d'être heureux, même si cela signifie être orphelin de famille. Ne laissez personne, pas même vos parents, tenir la batte de baseball qui détruira votre vie. Prenez la batte, et construisez votre propre maison. Merci infiniment d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile de revivre tout cela, de rouvrir ces vieilles blessures, mais si mon témoignage peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à poser des limites, alors ça en valait la peine. Je me tourne vers vous une dernière fois, si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, laissez un j'aime pour soutenir la chaîne et faire remonter cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience. Et surtout, partagez cette vidéo, on ne sait jamais qui a besoin d'entendre qu'il a le droit d'être libre. Prenez soin de vous, protégez votre cœur, et à très bientôt.